Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Bienvenue dans Face à Face, votre magazine qui traite des questions politiques, sociales, économiques et même des questions de développement. Aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité. L'actualité, ça veut être électorale. L'Assemblée nationale a entériné la semaine passée la candidature de M. Ronsard Malonda comme nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Une candidature qui divise autant les confessions religieuses, mais également la classe politique congolaise. En parlant des confessions religieuses, il faut parler notamment de l'Église catholique qui récuse la personne de Ronsard Malonda. Les enjeux des élections 2023 se jouent-ils actuellement? Pourquoi l'Église catholique conteste et récuse la personne de Ronsard Malonda? Tels sont les questionnements auxquels va devoir répondre notre invité. Notre invité du jour c'est Monsieur l'abbé Pierre Kabamba. Il est président du cadre de concertation de la société civile. Abbé Pierre Kabamba, bonsoir. Bonsoir. Merci surtout d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir disponibilisé votre temps pour répondre à nos différentes questions sur une question justement vitale pour l'avenir de la République démocratique du Congo. Alors, je l'ai dit tantôt, la personne de M. Ronsard Malonda divise autant la classe politique et les confessions religieuses. D'entrée des jeux, comment vous avez jugé la procédure ou le processus qui a conduit notamment à la désignation de M. Ronsard Malonda comme nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante et son entérinement par l'Assemblée nationale? Je vous remercie d'avoir jeté votre dévolu sur moi pour que je puisse venir éclairer l'opinion publique sur cette grande question qui est si débattue aujourd'hui, l'entérinement de la candidature de Ronsard Malonda par l'Assemblée nationale. D'entrée de jeu, il faut jeter un coup d'œil sur la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. La CENI, c'est une institution d'appui à la décentralisation. Et je voudrais dire que dans d'autres pays, comme aussi ici, je crois, au fond, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Mais dans d'autres pays, il y a des différences de notre pays, c'est que il y a la CENI est composée de membres administratifs pratiquement qui sont des fonctionnaires de l'État, qui sont là, qui travaillent dans une institution qui est stable. Mais quand on a vu ici chez nous, depuis Sand City, la manière dont se comportent les autorités politiques de notre pays, c'est comme ça qu'on a levé l'option pour que la CENI soit composite. Composite, ça signifie la structuration de la CENI qui est faite de telle manière qu'il y ait des membres de la société civile, les membres des partis politiques, de forces, sont des grandes forces vives de la nation. Alors, l'article 10 de la loi à laquelle je fais allusion dit ceci, de la composition, la composition de la CENI. La CENI est composée de 13 membres désignés par les forces politiques de l'Assemblée nationale à raison de 6 délégués, dont 2 femmes, pour la majorité,
et 4 dont une femme par opposition politique. La société civile y est représentée par 3 délégués issus respectivement 1. Confession religieuse. 2. Organisation féminine de défense des droits de la femme. 3. Organisation d'éducation civique électorale. Donc des 13 membres, 3 doivent être la société civile. Alors, j'ai parlé de confession religieuse. Il est reconnu aux confessions religieuses de désigner le président de la CENI. Le reste, c'est les deux des organisations de la société civile et le reste, ce sont des partis politiques. Alors, mais les confessions religieuses se retrouvent dans une corporation qui est appelée la CIME. La CIME, c'est la Commission d'intégrité et de médiation électorale. On a voulu de cette commission pour que ça soit pratiquement une commission des hommes intègres, des pasteurs qui sont des leaders religieux, qui, au fur et à mesure que le processus avance, s'il y a des conflits, c'est à eux qu'on reconnaît de pouvoir intervenir pour faire apporter leur médiation de telle manière que qu'on arrive à élaguer des conflits, de telle manière que le processus avance mieux. Et cette CIME a ce qu'on appelle une charte. Et d'après cette charte, donc, la présidence est rotative. Donc, c'est pratiquement 8 confessions religieuses. Et parmi les 8 confessions religieuses, on voudrait que le présidium soit composé de 2 confessions. Une qui prend la présidence, une autre qui prend la vice-présidence. Et pour les cas d'espèce, actuellement, c'est la SENCO, comme Église catholique, qui a la présidence et SCC, la vice-présidence. La SENCO, justement, avec Monseigneur Outembi comme président du présidium. Oui, avec Monseigneur Outembi comme président. Et il ne préside pas seul la SENCO. Il a son vice-président, qui est le cardinal. Et il n'est pas devenu vice-président de la SENCO quand il a été créé cardinal, mais c'est depuis avant. Il a été vice-président. Et comme le cardinal est en confinement chez lui à Kisangani, et donc le président de l'Assemblée, Monseigneur Marcel, est à Kisangani, c'est comme ça que le cardinal, en tant que vice-président, représente valablement le président en tant que vice-président de l'Assemblée, donc de la SENCO, et c'est comme ça que c'est lui qui devait présider cette manifestation de désignation du président de la CENI. Alors, voilà ce qui s'est fait d'après la charte. La désignation ne se fait pas par élection du président de la CENI. Donc, la désignation se fait par consensus. Ça veut dire que tous ceux qui veulent postuler, ils viennent déposer leur candidature donc, au bureau de confession religieuse. Et pour les cas d'espèce, on avait 26 candidats, pratiquement. Alors, le consensus, c'est qu'on commence à éliminer. D'après le critère, on élimine. On a éliminé jusqu'à arriver au niveau de 6. De 6, on est même arrivé jusqu'au niveau de 3. Alors, il est dit que après élection, après désignation, on dresse un PV. Confession religieuse, il n'y en a que 6. Il n'y a que 8. Il n'y en a que 8. On dresse un PV et toutes les confessions, tous les représentants des confessions religieuses signent. Pratiquement, on aura 8 signatures et le PV sera transmis par le présidium au bureau de l'Assemblée nationale pour entérinement. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Alors, voilà maintenant qu'on se retrouve là. On s'est rendu compte qu'il s'est posé des questions que les autres n'arrivaient pas à comprendre. Pour ceux qui étaient des candidats, on ne s'est pas entendu. L'Église catholique voulait imposer son candidat, M. Bokotolo. Non, ce n'est pas Bokotolo, c'est Cyril Ebotoko. Cyril Ebotoko. Ce n'est pas que l'Église catholique voulait imposer son candidat. L'Église catholique a son candidat. Mais quand on parle d'un candidat, donc il y a aussi un critérium. Justement. Et quand on dit on va au consensus, vous l'avez déjà fait même dans vos organisations, qu'est-ce qu'on fait? On va jusqu'à arriver à peut-être 2 candidats. Des 2 candidats, on peut dire qui c'est de où, qui est-ce qu'on va prendre pour avoir un seul qui va être coopté, qui va être désigné directement président.
Donc l'Église catholique a aussi Cyril. Cyril Ebotoko Seki, c'est pratiquement le coordonnateur national de la grande mission d'observation électorale de la CENCO, la plus grande mission au monde, parce que depuis que le monde est monde, on n'a jamais eu plus de 40 000 observateurs. Ça, feuilleté, recherché à travers même Internet, vous ne trouverez pas un pays qui a déjà aligné. Donc, ce qui fait que ce monsieur-là, il a quand même une expérience. Et les 3 candidats qui étaient restés, c'était pratiquement Ronsard, Pasteur Eyalé et Cyril Ebotoko. Alors, on procède par élimination. On a commencé par le Pasteur Eyalé. Pasteur Eyalé, on s'est rendu compte qu'il s'était présenté aux élections passées dans une formation politique. Oh, ok. Alors, en ce moment-là, comment est-ce qu'on pouvait le prendre? On l'a éliminé. On reste avec 2 candidats. Alors maintenant, on a attaqué Malonda. On dit, mais nous sommes en train de dire qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités. La CENI qui n'a pas très bien organisé ces élections, mais c'est la CENI avec comme expert Malonda. Alors, comment est-ce qu'on doit le prendre pour qu'il soit président, alors que, en tout cas, ce n'est pas un candidat qui nous convainc. C'est là que les confessions religieuses se sont divisées. Alors, il y a eu beaucoup de remous. C'est comme ça que le président a dit, on arrête à ce niveau. On va, si n'est dit, on va essayer de reconvoquer notre assemblée et on va essayer de pouvoir retraiter de la question. Dès qu'ils sont partis, les autres sont partis, ils ont fait un PV, ils sont allés déposer à l'assemblée. Et l'assemblée qui reçoit un PV qui n'a pas toutes les signatures et qui accepte ce PV-là, accepte le PV qui n'est pas déposé par le présidium. Et le présidium n'a pas signé. Et dès que les 2 églises, les 2 confessions sont sorties, Église catholique et SCC, ils ont fait une déclaration, vous avez suivi. Le premier qui a déclaré, c'est le cardinal. Pour dire, mais il y a beaucoup d'irrégularités. On se rend compte qu'on commence déjà à corrompre des gens. Ça ne va pas. On ne peut pas accepter des choses comme ça. C'est alors que d'autres forces ont levé les doigts. La société civile a parlé, cadre de concertation. L'AMOCA a parlé. Il y a aussi beaucoup d'organisations qui ont dit, on ne peut pas aujourd'hui aller d'abord à la désignation de membres de la CENI sans procéder par la réforme du système électoral parce qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités. Effectivement, n'eût été le Covid, la société civile de toute la République devait faire un grand forum sur la réforme du système électoral. Et là, on devait porter un document de plaidoyer pour donner au gouvernement central de telle manière qu'on puisse arriver à faire la réforme du système électoral avant la désignation des individus. Alors, à l'heure actuelle, quand vous apprenez par exemple que le CLC est sur la route en train de manifester, le CLC, qui est un organe de l'Église catholique de la CENCO, n'est pas en train de réclamer la candidature de Cyril Ebotoko, qui est le candidat de l'Église catholique. Elle est en train de réclamer qu'il n'y ait pas élection, parce qu'il n'y a même pas eu élection. Donc il n'y a pas eu élection. Mais, monsieur l'abbé, il n'y a pas eu élection. On réclame qu'on fasse la réforme du système électoral avant de procéder aux élections. Mais en acceptant de débattre sur la candidature d'un potentiel président de la CENI, l'Église catholique avait quand même accepté d'y aller. Parce que la question de la réforme, elle a été évoquée après que les consensus n'aient pas été trouvés, notamment entre les différentes confessions religieuses. Et même s'il faut revenir au niveau des débats tels qu'ils ont été engagés, sur 8 confessions religieuses, il y en a eu 6 qui ont quand même plébiscité M. Ronsard Malonda. Seule l'Église catholique et l'ECC ont récusé la personne de M. Malonda. Pourquoi bloquer les choses à ce niveau-là alors que la question elle est aussi vitale? Les élections, c'est l'horizon 2023 vers lequel nous nous dirigeons. Pourquoi vouloir bloquer en bottant en touche les débats tels qu'ils ont été engagés et que par après on dit il faut d'abord penser aux réformes, on sursoit d'abord les débats sur la candidature d'un potentiel président de la CENI. D'ailleurs, vous avez suivi ce que le président a dit de ce qui a été débattu au Conseil des ministres du vendredi. Le président n'a pas dit autre chose que ce que je viens de dire. C'est vrai, comme vous l'avez dit, là, le cardinal l'a reconnu. Les confessions religieuses ont voulu qu'il y ait cette assemblée et qu'on commence à faire le travail. C'est vrai, ils ont dit, on nous a induit en erreur. Parce que nous, on pensait faire un travail qui devait être fait, mais on se rend compte qu'on nous fait des observations telles que, avant de faire la désignation, on peut d'abord procéder à la réforme, aux différentes réformes du système électoral. Je crois que c'est pas mal. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça que le président même a dit. Oui, c'est vrai, nous voulons la réforme. Nous voulons que la CENI actuellement soit
vraiment bien organisé du bout en bout. Quand il dit du bout en bout, ça signifie quoi? Donc, depuis la désignation, donc depuis, parce que même la loi, quand nous prenons, quand on parle de réforme, les réformes s'imposent. Ceux qui ont fait ces observations, donc n'ont pas fait pour le faire, parce qu'ils font ces observations à l'égard de confessions religieuses à qui on a reconnu de pouvoir désigner le président de l'Assemblée. Si ils étaient en erreur de pouvoir aller désigner celui-là, et qu'il y a des observations qui sont faites, et que le cardinal, au nom de l'Église catholique, et le CC disent oui, étant donné ces observations, nous ne pouvons pas accepter que nous convoquions encore l'Assemblée d'élection. Parce que vous dites, les 6 ont plébiscité tel. Mais est-ce qu'ils plébiscitaient en dehors de l'Assemblée ou en pleine Assemblée? Parce que la séance a été suspendue et devait être reconvoquée pour qu'on vienne discuter de la question. C'est alors que d'autres forces ont levé les doigts. Et quand vous avez suivi le président, il a dit, on ne peut pas quand même arriver à faire cet entérinement sans tenir compte de la désignation des membres, sans tenir compte des revendications des uns des autres. Et qui sont, d'ailleurs, quand vous parlez de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, mais le Tundula a déposé la loi, la proposition de loi qui est sur le bureau de l'Assemblée depuis 9 mois. Pourquoi est-ce que cette loi, cette proposition n'a pas été prise en compte par l'Assemblée pour vite essayer de la débattre, alors qu'il y a d'autres lois qui sont inopportunes, on veut vraiment en débattre avec une vitesse de croisière, et je ne sais pas pourquoi. Et c'est cela. Donc, je crois que la question a trouvé des réponses. Donc, le cardinal ne s'est pas retrouvé. Et il ne faut pas qu'on arrive à penser qu'il n'y a que l'Église catholique qui a récusé cette... Il y a également les CC. Alors, il y a les CC. Il y a aussi les Kimbanguistes qui ont dit. Alors, n'est pas de notre Ils Église. se sont rétractés après. Et des deux. Aujourd'hui, on s'est dit, mais qui a présenté Malonde? Qui est Malonde? On dit qu'il est de l'Église catholique. Mais l'Église catholique, depuis que la CENI est CENI, n'a jamais été, donc la CENI n'a jamais été dirigée par un candidat de l'Église catholique. Donc, un candidat, ça veut dire donné par l'Église. Mais on se rend compte que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Toutes les fois qu'il y a désignation du président de la CENI, c'est le même scénario. On n'arrive pas à comprendre. Quel scénario exactement? C'est le même scénario de contestation à l'intérieur d'abord des confessions religieuses, des corruptions jusqu'à ce point. Et l'Église catholique est toujours en avant-plan. On se rappellera de Apollinaire Maloumalou. Oui. L'Église catholique est en avant-plan. Ça veut dire quoi? En avant-plan des contestations et puis des dénonciations de tentatives de corruption déjà étalées. Rappelez-vous, quand il fallait désigner l'abbé Maloumalou, les évêques étaient contre, vous vous rappelez? Les évêques ont dit non. Ils avaient un candidat qui était laïque. Mais qui avait porté Maloumalou? C'était toutes les autres confessions religieuses, les 7. Alors que l'Église catholique, qui a Maloumalou comme son prêtre, ne l'a pas présenté, l'a contesté. C'est ça que nous n'arrivons pas à comprendre. Comment d'autres confessions religieuses, qui ont aussi des candidats peut-être beaucoup plus valables, comment ils n'ont pas présenté leur candidat, mais ils présentent les candidats de l'Église catholique? Aujourd'hui, par exemple, c'est plus ou moins presque la même chose. On dit que Malonde n'est pas kimbanguiste. C'est un catholique. Mais comment la SENCO ne présente pas son catholique? Il présente un autre, parce que celui qu'on présente, c'est le coordonnateur national pour l'observation électorale, ça veut dire un grand expert en matière électorale. Et la SENCO juge que ce monsieur-là est vraiment, peut être à bon titre, à bon droit, désigné à ce poste-là. Monsieur l'abbé, pourquoi vous avez peur de Malonda? Nous n'avons pas peur de Malonda. Nous avons peur de ce que Malonda a fait et de ce qu'il peut encore faire. Parce que nous disons, il ne faut pas que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si nos compatriotes ne connaissent pas Malonda, je leur dis tout simplement, quand il y a eu contentieux électoral, le dossier de contentieux soulevé par Fayoulou, rappelez-vous cet expert de la CENI, que toutes les fois qu'on posait des questions sur la CENI, il est pas de très grande taille, il est mince, c'est celui-là, l'expert de la CENI. Malonde a une grande expertise, c'est vrai, en matière électorale. Mais son expertise-là ne l'a pas aidé, l'expérience qu'il a. Donc, il ne l'a pas aidé, cette expérience ne l'a pas aidé à pouvoir aider la CENI, à pouvoir organiser correctement les élections. Il y a eu beaucoup d'irrégularités. Aujourd'hui,
on parle par exemple d'autres députés nationaux qui n'ont jamais été élus. C'est un problème. Vous voyez par exemple ça. C'est un problème. Alors, nous avons peur de ce que Malonde peut encore arriver à faire. Et surtout que on ne comprend pas comment il peut avoir l'assentiment des autres. Et c'est ce qui s'est passé autrefois. Quand on a désigné Ngoué c'était la même chose. Alors, et ils craignent beaucoup le consensus, ils vont directement vers les élections. Et cette manière de se comporter est en train de pouvoir violer même la charte de la CIME ou de confession religieuse. Donc nous n'avons pas peur de lui. Comme si par rapport à notre propre candidat, il peut le battre. Pour ce qui est d'expérience, peut-être qu'ils peuvent avoir les mêmes expériences. Mais le plus d'expérience, l'expérience qu'il a en plus, lui Malonde, c'est l'expérience de la tricherie. Monsieur l'abbé, vous n'avez pas peur de Ronsard Malonda, d'accord. Mais vous avez semblé parler des critères sur lesquels on doit se baser, bien sûr, pour arriver à la désignation du candidat, sur consensus, bien sûr. Et ces critères, c'est lesquels exactement? Parmi les critères, je crois que c'est dit plus loin. Parmi les critères, il y a aussi la moralité. Je crois que quelque part, j'ai semblé lire ça. Il y a aussi question de moralité. Être de nationalité congolaise, c'est l'article, c'est statut de membre. Article 16 de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Il dit nul ne peut être membre de la CENI s'il ne remplit pas les conditions ci-après. 1. Être de nationalité congolaise. M. Malonda est de nationalité congolaise. Il a rempli ces critères-là, mais ce n'est pas le tout. 2. Être âgé de 30 ans au moins. Il en a plus. Il en a plus. Et produire un certificat d'aptitude physique et mentale, un extrait de casier judiciaire vierge, une attestation de bonne vie et mœurs, je crois qu'il doit l'avoir. Être titulaire d'au moins un diplôme de graduat ou d'un diplôme jugé équivalent, ou encore justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 10 ans dans un domaine pouvant présenter un intérêt pour la CENI. 5. Jouir de la plénitude de ce droit civique et politique. Mais je crois quelque part, je n'ai pas vu direct. OK. Donc, l'article 12. Les membres de la CENI sont choisis parmi les personnalités indépendantes reconnues pour leurs compétences, il peut l'avoir, leur intégrité morale, leur probité, honnêteté intellectuelle. Je crois que c'est sur l'intégrité morale, la probité et honnêteté intellectuelle que le bas blesse, parce qu'ils ont organisé des élections qui ont fait passer des gens qui n'étaient pas élus. Donc le fait qu'on ait été membre de la CENI dans des années passées, ça fait de nous une personne de mauvaise moralité? Pas nécessairement, mais nous sommes en train, parce qu'on dit, en fait, tout arbre est jugé par ses fruits. C'est que cette CENI, donc cette machine, parce que les membres de la CENI, ils ont un mandat de 6 ans. Donc, il est dans cette CENI-là qui a déjà compris. Oui, mais en fait, c'est vrai. Mais est-ce que nous n'avons organisé les élections que pour avoir un président, c'est tout? Mais vous voyez un peu, après le président, tout ce qui s'est passé. D'abord, prenons la machine à voter. Vous savez, toutes les questions qui sont autour de la machine à voter, qui ne sont pas encore éludées. Cette machine, combien ça coûtait exactement? Nous sommes à ce que nous sommes en train de parler par rapport aux phases électorales, qui sont 3. Nous sommes à la 3e phase, qui est la phase post-électorale. À la phase post-électorale, quelles sont les activités qu'on doit mener? C'est l'évaluation. Le rapport que la CENI doit déposer. Il n'y a pas très longtemps que la CENI venait déposer. Et ces rapports, on n'en parle pas. Est-ce que l'Assemblée a déjà jugé de ces rapports-là? Ce rapport-là est fait avec la main de Malonda, parce que c'est lui l'expert. Est-ce que l'Assemblée a déjà dit, est-ce que ce rapport-là est recevable? Des deux. En dehors de ce rapport-là qui doit être fait, il y a aussi l'audit interne. Vous savez que la CENI a utilisé 1,5 milliard de dollars pour organiser les élections. Et j'ai commencé à parler de la question de la machine à voter. Cette machine à voter a coûté exactement combien? En Corée, où elle a été commandée, c'est 400 $ ou 1400. Donc c'est encore des problèmes. Vous voyez tout ça, toutes ces questions. Et aujourd'hui, on parle de la majorité qui se gosse les épaules pour dire nous sommes majorité. Cette majorité est sortie d'où? Donc c'est avec cette machine, le pouvoir sorti a pu travailler pour que, et sorte à partir de cette machine. Et vous vous rappelez comment, sur les questions qui touchaient vraiment cette machine, il ne voulait pas qu'on aborde.
Et ils ont imposé pratiquement cette machine. Aujourd'hui, ils se retrouvent, vous savez que nous avons vécu ici, les machines à voter qui étaient enfermées dans des parcelles. Des gens qui ont voté, qui ont continué à voter même après les jours des élections. Vous avez des irrégularités qui ont... Ici, tout simplement, ici sur la ville de Mbuji-Mayi, j'ai même eu à dénoncer, à faire des dénonciations ici, qui ont failli m'écouter un peu trop cher. Et heureusement que je suis très courageux et sachant que je suis en train d'être couvert par la main du Seigneur. Aujourd'hui, à l'heure qu'il est, quelle doit être la priorité? Est-ce les élections du président, de la CENI? Est-ce le rapport qui doit être évalué, qui a été déposé à l'Assemblée nationale, ou alors on doit faire la réforme de la loi qui statue en la matière? Quelle est la priorité? Oui, en fait, la priorité, je crois qu'il n'y a pas moyen de dire... En fait, il fallait que nous puissions dire la priorité, c'est entre élection des membres de la CENI et des réformes à faire. Je crois qu'il faut qu'on mette comme ça. Donc on ne peut pas dire, on ne peut pas mettre tout ensemble. On va dire, donc le rapport, l'évaluation, la réforme, mettons ça dans un bloc. Mettons aussi la désignation de membres à côté. Pour moi, la désignation de membres est secondaire. Pourquoi? Parce que il peut se faire que dans l'audit, que ces membres soient vraiment jugés, reconnus coupables de détournement de ceci, de cela. Et parmi ces membres, ils seraient inéligibles. Oui, mais est-ce qu'il faut d'abord les élire, prendre Malonda et puis l'auditer après, alors qu'il doit être audité au même niveau que tous les autres. Mais si l'Église catholique savait que la priorité devrait être d'abord ce que vous êtes en train de dire, pourquoi avoir d'abord accepté de convoquer cette assemblée et puis par la suite venir se retirer? Non, l'Église catholique a reconnu qu'elle est entrée dans l'erreur. Elle a reconnu l'erreur. Elle a reconnu. C'est par exemple Félix aujourd'hui, nous l'applaudissons, il est président. Vous vous rappelez qu'il était à Genève et qu'il avait même signé un document où il s'est retiré de la course. Donc, alors maintenant, après, il s'est montré grand parce que la grandeur d'un homme, ce n'est pas qu'il ait posé un geste, mais qu'il arrive à reconnaître qu'il est en erreur et surtout que le peuple, sa base, lui a fait comprendre que c'est une erreur. Il a reconnu, il a retiré sa signature. Les évêques l'ont fait avec les autres confessions religieuses, mais ils ont compris qu'ils sont embricadés dans un jeu et qu'il ne fallait pas continuer. Maintenant, quand les autres disent non, priorisons les réformes et la désignation de personnes après. L'Église catholique est d'accord. Pourquoi est-ce que les autres églises, là, les autres confessions religieuses, ne veulent pas comprendre les revendications des uns des autres, alors que le président venait de nous dire, suivez, écoutez les revendications des uns des autres. Ça veut dire que maintenant, c'est l'Église catholique, SCC et peut-être les Kimbanguistes, qui sont de seules confessions religieuses, qui sont à l'écoute du peuple. Rappelez-vous, par exemple, vous vous rappelez que il y a eu tentative de réforme de la loi électorale. Je crois que c'était en 2015. On voudrait, il y avait une disposition de la loi électorale qui conditionnait les élections au recensement. Le peuple, ça a été déjà adopté par l'Assemblée nationale. C'est parti à l'Assemblée, au Sénat pour la seconde lecture. Le peuple est descendu dans la rue. Le pouvoir sorti a tué à bout portant le 21 janvier 2015. Et qu'est-ce que le président du Sénat a dit? Nous venons d'écouter la rue. Et parce que la rue a parlé, nous ne devons pas cautionner cette disposition. Il faut arriver à l'élaguer. Mais vous estimez que la rue va encore parler cette fois-ci? Oui, mais la rue a parlé, est en train de parler. Le président même dit, écoutez. Donc, il a dit presque, en fait, les mots similaires en disant, écoutez les revendications des uns des autres, ce qui fait que moi je reconnais que les confessions religieuses ne vont revenir sur la désignation des membres de la CENI que le président de confession, donc le président de la CENI, qu'au moment où on aura terminé un grand travail de réforme après l'audit de la CENI, parce qu'on ne peut pas continuer avec... Monsieur l'abbé, vous parlez de la réforme, Qu'est-ce qui cloche exactement dans cette loi? Qu'est-ce que vous voulez réellement modifier dans la loi qui, selon vous, n'est pas bon? Il n'y a pas que la loi électorale. Nous sommes dans ce que nous appelons le système électoral. Le système électoral a beaucoup d'aspects, beaucoup de volets. Prenons tout simplement la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, la loi que j'ai maintenant entre les mains. Est-ce que vous trouvez que c'est normal que la CENI, que nous voulons être apolitique,
soit composée des membres des partis, des représentants des partis politiques, alors que nous voulons qu'elle soit apolitique, qu'elle soit neutre, qu'elle soit transparente. Alors, quel est le rôle des représentants des partis politiques dans cette machine? C'est défendre les intérêts de ces... Voilà pourquoi il y a beaucoup de conflits. C'est une politisation à outrance de notre CENI. Ce qui ne peut pas aller. Rappelez-vous, par exemple, le Kalama, qui était le secrétaire rapporteur, qui était pratiquement le candidat envoyé par les représentants de l'UDPS. L'UDPS ne s'est pas retrouvé dans le travail qu'il a fait. Il veut retirer son candidat pour le faire remplacer par quelqu'un d'autre qui a accepté. Que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau de l'Assemblée, personne n'a accepté. Et l'Assemblée était totalement majoritaire, au FCC en ce moment-là, MP, quelque chose comme ça. Donc, vous voyez. Alors, est-ce qu'on peut accepter que la CENI, parce que les partis politiques, qu'est-ce qui les caractérise? Mais c'est les intérêts des partis. Et chacun veut vraiment avoir un poste, placer ces gens. C'est tout ce qui est là. Mais nous avons une structuration de la CENI qui est composée, bien sûr, 2-3 membres de la confession religieuse, et donc de la société civile, le reste, les politiciens. Comment est-ce que vous voulez qu'il n'y ait pas de conflit? Faut-il aujourd'hui revoir la composition de... Oui, nous disons, mais ça fait déjà depuis 2006 jusqu'à présent, depuis les premières élections jusqu'à présent, qu'est-ce que nous avons tiré de bon de cette structuration composite de la CENI? Voilà pourquoi aujourd'hui, nous, au niveau du cadre de concertation de la société civile, qui est la coordination de la société civile de notre pays, nous sommes même en train de proposer que les membres de la CENI soient totalement de la société civile. Alors, en ce moment-là, on aura des membres qui sont apolitiques, qui n'ont pas de tendance, mais là encore, je crois que nous devons beaucoup travailler parce que d'autres critères, par exemple, de moralité, de probité intellectuelle, doivent être envisagés pour avoir des candidats. Voilà. Autrement, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Et nous n'aurons pas vraiment... j'ai toujours aimé citer cette pensée de Confucius qui dit, non, si, par exemple, vous faites la même chose d'une même manière, dans les mêmes conditions, vous faites toujours cette même chose de cette manière-là, vous ne pouvez pas vouloir obtenir un résultat différent. Si vous voulez qu'il y ait un résultat différent, il faut changer de mode, changer de conditions, la manière de faire, quelque chose peut arriver à changer. Et là, ce n'est qu'un seul élément de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Allons maintenant à la loi électorale. Je prends l'exemple de critères d'éligibilité, de non-éligibilité des candidats. Vous les voyez? Oui, et puis chaque candidat, par exemple, doit avoir ses suppléants. Exactement. OK. Mais regardez, dès que le candidat qui est élu, dès qu'il est, par exemple, il meurt ou il accède à d'autres fonctions, qui le remplace, c'est son suppléant. Mais est-ce que vous avez dans la loi électorale les critères qui lient le suppléant? Non. Il n'y en a pas? C'est la loi électorale, la matière, c'est ce que je suis en train de... Si, par exemple, moi j'ai affaire de propositions de réforme, je suis en train de demander qu'on soumette les suppléants aux mêmes conditions d'éligibilité, de non-éligibilité des candidats. Pourquoi? Parce qu'en tant que suppléants, ils vont remplacer, ils seront aussi députés au cas où le candidat qu'il est en train de vouloir remplacer a rempli des conditions d'être remplacé. Mais comment voulez-vous qu'une personne qui pourrait devenir député par surprise ou par accident, parce qu'en réalité, lui n'est pas candidat. Oui. C'est le titulaire qui est candidat. Lui, il peut aller vaguer à autre chose. Il n'est pas obligé de remplir tous les critères quand même. Oui, pourquoi est-ce que j'ai dit qu'il doit remplir tous les critères? Parce qu'au cas où son candidat choisit, par exemple, ceux qui se présentent au vote multiple, il est député provincial, il a aspiré aussi, il a postulé pour être sénateur, il est élu sénateur. Il doit laisser donc son suppléant le remplacer au niveau provincial. Et au niveau provincial, ce suppléant, il va agir comme suppléant ou comme député. Il va agir comme député. Mais comme député, est-ce qu'il remplit les critères d'être député? Voilà pourquoi notre loi électorale ne doit pas s'éteindre là-dessus. Si vraiment il y a silence là-dessus, donc alors en ce moment-là, nous n'attendons rien de ces suppléants quand ils vont passer. Voilà pourquoi aujourd'hui, on tourne en rond. Alors on comprend que le suppléant comprend qu'il est là. Quand il va remplacer les députés, il va avoir son argent.
Alors, Les deux, par exemple, excusez-moi. Allez-y, Je voudrais monsieur. encore ajouter une autre dimension. Allez-y. On a, par exemple, le vote, une postulation familiale. Comment voulez-vous qu'on puisse avoir un candidat, mais qui a sa femme comme suppléante, sa fille, son fils. Son argent qu'il choses comme utilise ça. pour la campagne, il vend Oui. ses parcelles. Mais voulez-vous qu'il prenne quelqu'un qui va mettre en péril ses moyens? Non, Il a mais- quand même vendu ses parcelles pour avoir l'argent, assurer la campagne, postuler. Et vous voulez qu'il mette quelqu'un qui va prendre l'argent ramener ailleurs? Ça doit rester dans la famille. En principe, parce que c'est parti de regroupement politique, normalement, un candidat ne devait pas vendre ses propres parcelles, parce que c'est l'argent du regroupement ou de son parti politique qui devait le porter. Ça vous convenez avec moi. Alors, alors ce n'est pas parce qu'il a vendu ses parcelles qu'il doit mettre les membres de sa famille. Alors là, alors directement, qu'est-ce qui commence à se vivre? C'est le népotisme. Et alors maintenant, imaginez-vous, par exemple, que quelqu'un qui va à la députation nationale, parce qu'il a été élu au niveau provincial, il laisse sa femme. Et sa femme qui n'est pas dans les critères, qui n'a pas étudié. Donc au niveau, ça veut dire que cet endroit-là est vide. Pratiquement, on aura quelqu'un, l'État va dépenser de l'argent pour donner les émoluments à celui-là qui ne coûtera rien. Pourquoi est-ce qu'on doit se taire là-dessus? Et de trois, pourquoi est-ce qu'on peut accepter que cette gourmandise électorale continue? Qu'est-ce que j'appelle gourmandise électorale? Quelqu'un qui postule à 3 scrutins à la fois. Alors, vous pensez vraiment que vous êtes capable de servir la nation? En étant député provincial, vous êtes capable de servir, vous vous présentez, vous postulez. Vous postulez pour être député national, vous postulez pour être sénateur. Donc vous avez la capacité. Et d'ailleurs, le Sénat, c'est quoi? C'est cet organe qui regorge des grands esprits, des grands cerveaux, de ceux qui ont dirigé. Ils ont une expérience, comme ça qu'on les appelle en Tchoulouba, Bakulumpa Bampesa ni Mabal. Mais vous avez quelqu'un qui se retrouve là, qui n'a jamais assumé une fonction politique. Alors il va partager quelle expérience avec notre pays? Vous voyez, par exemple, et ça, je vois dans d'autres provinces, on essaie un peu de respecter ça. Ce sont des grands qui ont travaillé, les Mabi Moulumba, qui sont là. Et chez nous, Mais ici, oui, mais vous n'avez qu'à voir, moi je ne peux pas citer des gens, passer en revue des gens, vous allez voir. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il y a vraiment une réforme. D'ailleurs, je suis en train de faire un grand travail là-dessus, où je suis en train de ramasser les points sur lesquels il faut porter la réforme, et même prenons la machine à voter. Si, jusque-là, la loi électorale dit la République démocratique du Congo ne recourt pas au vote électronique. Or, la machine à voter, c'est un vote électronique. Il faut que, si elle est retenue déjà comme outil de vote, il faut qu'on arrive à dire exactement que, donc, en République démocratique du Congo, nous recourons au vote électronique par la machine à voter. Et si cette machine est reconnue, avant de l'introduire dans la loi, parce qu'elle n'est pas dans la loi électorale, il faut qu'on arrive à la perfectionner de toutes ces imperfections qu'on a pu voir toutes les faiblesses de cette machine au cours de ces élections passées. Alors, M. Lavé, la candidature de Malonga a soulevé une vague de contestations. Il y a les mouvements citoyens, les CLC notamment, les confessions religieuses, les CC et l'Église catholique qui contestent cette candidature. L'UDPS qui appelle à une marche le 9 juillet prochain. Comment vous entrevoyez les cours des événements? Malonda a déjà entériné au niveau de l'Assemblée nationale. On sait bien que le FCC est majoritaire à l'Assemblée et au Sénat. Mais finalement, on maintient la personne de Malonga, les chais aboient et la caravane passe. Non, en fait, malheureusement, c'est pratiquement de cette manière-là que je vois l'Assemblée nationale vouloir fonctionner. Mais ça ne sera pas ça, je suis convaincu, parce que déjà, le gouvernement central, déjà à partir de l'Assemblée, donc de la réunion de ce vendredi passé, le président a dû parler. Moi, je pense que, comme le président a déjà parlé, ça ne sert à rien. Le président ne peut pas s'immiscer. Non. Il joue aux sapeurs-pompiers justement pour essayer d'équilibrer les deux côtés, mais il ne peut pas s'imposer dans une attribution qui ne lui est pas. Je ne dis pas qu'il doit s'imposer, mais vous imaginez ce qu'il fait là, l'équilibre dont vous parlez. C'est ça qui est dans son attribution. Le président de la République, comme toute une institution de la République, et c'est le garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Et la CENI, est une institution? Oui, une institution d'appui à la décentralisation, à la démocratie. Et puis, pas n'importe quelle institution. La CENI, c'est une institution très sensible parce que la matière électorale, elle est capable de vous produire même tout un génocide. Alors, il ne faut pas que ça soit trop tard. Et quand il a dit ça, c'est
il s'est adressé non seulement aux confessions religieuses, et même à l'Assemblée nationale. Parce que je ne vois pas pourquoi cette Assemblée nationale va continuer à garder cette candidature entérinée alors que le présidium des confessions religieuses n'a pas déposé. Si on n'arrive pas à écouter ce que le peuple est en train de dire, si on n'écoute pas ce que le président a donné comme conseil, on va saisir les cours et tribunaux et montrer que d'autres confessions religieuses ont fait usage de faux. Et même l'Assemblée sera jugée parce que vous avez reçu un PV qui n'est pas complet. Pourquoi d'autres n'ont pas signé? Pourquoi la présidence qui est occupée par la CENCO et le SCC n'a pas signé et vous acceptez ça? Alors à ce moment-là, on a une assemblée provinciale, qui est une assemblée nationale, qui est en train de couvrir un camp qui veut en fait s'exprimer à travers ce que les autres qui sont censés vraiment agir dans la neutralité sont en train de faire comme confession religieuse. Pour vous, qu'est-ce qui se cache derrière l'entérinement à la cavalière de Malonga par l'Assemblée nationale? En fait, moi je crois Ou mieux, que qui se cache derrière Malonga? c'est le FCC. Pratiquement. Je le dis sans mâcher les mots. Pourquoi? Parce que, vous vous rappelez, c'est là que je dois interpeller non seulement les opposants, même l'UDPS qui est le parti dont le président est au pouvoir. Je crois que j'ai toujours dit qu'en matière électorale, il n'y a pas de bons candidats. Il n'y a que de bonnes stratégies. Alors, vous savez, les gens du FCC ont monté une stratégie pour les élections de 2023, pas aujourd'hui. Ils ont monté cette stratégie avant l'élection de 2018. Regardez par exemple, vous savez que Kabila ne devait pas se présenter. Ils savent qu'ils devaient perdre les présidentielles. Mais ils se sont organisés pour arracher les 25 assemblées provinciales, les 25 gouvernorats de province, l'Assemblée nationale, les deux chambres. Ouais. Vous voyez un peu. Et aujourd'hui, regardez comment ils sont en train de... Quand il faut, par exemple, se partager, il faut dire non, non, nous sommes majoritaires, choses comme ça. Ils ont travaillé à cette majorité. C'est comme ça que cette machine a été montée d'une manière à les favoriser. Vous voyez, par exemple, ça. Alors, vous allez me dire que la CENI, donc cette Assemblée nationale, qui est majoritaire de FCC, puisse entériner une loi, donc entériner cette désignation si rapidement, si on n'avait aucun intérêt. Parce que nous savons c'est dont le FCC est capable aujourd'hui. Moi, je ne vois pas aujourd'hui cette famille politique être incarnée par les soucis marquée par les soucis de bien faire. Regardez par exemple tout ce qui est en train de... Regardez aujourd'hui, notre justice commence quand même à se défendre par rapport à ce qu'elle a été il y a une année. Mais est-ce que c'est maintenant qu'il faut chercher à réformer cette justice, alors que nous avons continué depuis très longtemps? Minakou l'a été à l'Assemblée, il n'a pas su faire. Donc, nous assistons à des lois qui sont taillées sur mesure. Parce que le risque, c'est quoi? Si nous désignons des personnes qui vont déjà occuper la CENI, alors quand nous allons commencer à dire qu'il faut réformer la loi électorale, réformer la loi portant organisation de la CENI, ce sont ces personnes qui vont faire le projet à déposer à l'Assemblée. Ça sera taillé sur mesure. Autant comme les lois sont impersonnelles, ceux-ci ont démissionné, Nanga et son équipe, ils ont démissionné, autant procéder aux réformes et on a déjà des lois qui sont faites d'une manière impersonnelle et puis après, on pourrait arriver à désigner des personnes. Si alors, Malonda, on voit qu'il peut passer, il passe sans problème, mais le faire, et puis le faire à ces niveaux, comme on est en train de le constater et condamner là, on ne pourra pas quand même accepter. C'est comme si les voix des autres là ne comptent pas, il n'y a que ceux qui sont dans la majorité. Donc la majorité là, donc c'est ceux qui sont à l'Assemblée nationale. Il y a toute cette population qui a parlé. Où est-ce que vous mettez toutes ces revendications? Et parce que ce qu'ils disent, c'est même motivé. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les écouter et faire en sorte qu'on puisse retirer ces candidats? Il y a le cardinal Fridolin Ambongo et André Bokondoa qui ont écrit au chef de l'État lui demandant de rappeler les composantes à la même table pour débattre une fois de plus sur un candidat qui sera trouvé par un consensus. Voyez-vous, c'est là réalisé au regard de ce à quoi nous sommes en train d'assister aujourd'hui. L'Assemblée nationale qui a déjà pris l'affaire entre ses mains et que l'on appelle aujourd'hui le chef de l'État à intervenir pour rappeler les mêmes composantes alors qu'aucun consensus n'avait été trouvé. Comment vous entrevoyez les choses à ce niveau?
Bon, c'est une voie qui est la bonne. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous suivez, il y en a qui sont en train d'accuser l'Église catholique. Ou peut-être SCC. Mais il faudrait vraiment qu'on soit devant. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aussi être reçu par le chef de l'État pour qu'il comprenne des problèmes? Parce que, qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui nous fait nous diverger? Nous sommes de confession religieuse. Nous sommes divergents sur quoi? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Les mots de désignation, je vous dis réellement que Ronsard n'a pas été désigné. Il a été un des candidats, mais il n'a jamais été désigné. Pourquoi est-ce qu'on est allé déposer un PV qui montre qu'il a été désigné alors qu'il n'a pas été? Le processus a été interrompu. Voilà, aller chez l'officier de l'État, c'est aussi bien parce qu'on va chez celui qui est le garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Alors, monsieur l'abbé, Ronsard, c'est quand même 15 ans d'expérience dans le domaine électoral. Est-ce tout simplement pour autant qu'il a été dans l'équipe de Nanga que vous rejetez en bloc sa candidature? Quand même 15 ans, c'est assez grand chose. Pourquoi les juger sans l'avoir vu travailler en tant que président? Vous estimez qu'il est plongé dans le détournement ou soit dans la surfacturation de machines. Mais en attendant tout ça, on pouvait quand même l'accepter, le laisser travailler et voir ce qu'il va produire à son tour. Non, on ne va pas laisser Malonda qui n'est pas désigné, on ne va pas le laisser travailler. S'il avait été désigné, on pouvait le laisser travailler. De deux, on ne peut pas laisser Malonda travailler comme président parce qu'il a travaillé comme expert de la CENI. Quand on dit, c'est le secrétaire exécutif de la CENI. Ce n'est pas n'importe quelle personne. Mais c'est quand même aussi un atout pour lui, une grande expérience. Justement, ça pouvait être un atout pour lui si les élections étaient bien organisées. Malheureusement, on se rend compte qu'il y a... Imaginez-vous, par exemple, en 2006, on avait 300 contentieux électoraux. En 2011, on avait 600 contentieux électoraux. Et en 2018, on a eu plus de 1000 cas de contestation. Mais c'est quand même un problème. Je sais que les élections démocratiques sont contestables. C'est une grande caractéristique des élections démocratiques. Il y a toujours une contestation. Voilà pourquoi les contentieux électoraux, c'est même une étape dans le processus électoral. Mais il n'y a pas d'élections parfaites dans le monde. Mais ce qu'on peut appeler les meilleures élections, c'est les élections les moins contestées possibles. Ronsard a déclaré... Alors maintenant, Ronsard est de la machine qui nous a produit des électeurs, donc des députés non élus. Mais on doit d'abord auditer, on doit entendre Malonda avec son équipe pour qu'ils nous disent par quelle magie Minaku et les autres, on commence même par des 50 personnes, peuvent être passées sans. Est-ce que Malonda peut nous... Parce qu'on dit c'est lui l'expert en matière. Qui doit répondre? Oui, il doit répondre avec les autres. Parce que je ne suis pas en train de parler de Malonda seul. On est en train de dire... Et effectivement, la motion qui avait été soulevée par les autres confessions, c'est que vous nous présentez Malonda comme candidat. Mais Malonda ici est de la machine qui vient d'organiser les élections et que nous sommes en train de contester. Pourquoi le prendre comme candidat alors qu'il y a déjà une qualité qu'il manque ici, la probité? Donc ça veut dire qu'il est présumé. Hein, il est présumé innocent, mais il est aussi présumé coupable. Parce qu'on peut aussi il est soupçonné avec les autres. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas d'abord l'auditer avec les autres? La précipitation, là, on ne comprend pas. Pourquoi cette précipitation? Nous refusons. On ne rejette pas pour rejeter. Il a une expertise, en fait, une compétence professionnelle, ce qui est avéré, c'est vrai. Mais est-ce que ça suffit? Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, monsieur l'abbé. Oui. Il y a plus de peur que de mal aujourd'hui. Oui. Parce qu'avec ces différents soulèvements de la population qui risquent d'abondir à cause de cette situation, la pandémie de coronavirus n'est pas encore éradiquée. Vous avez été témoin de ce qui s'est passé les récentes fois, chaque fois qu'il y a eu soulèvement de la population, pour n'importe quelle raison que ce soit. Aujourd'hui, nous craignons qu'avec ces soulèvements, que l'on puisse encore plonger le pays dans le chaos, dans le noir, avec la propagation de la pandémie. Mais qui sera responsable? C'est lui qui sera responsable. Ce sont ces confessions religieuses. C'est vous qui voulez protester. C'est vous qui voulez marcher. Non, ce n'est pas celui qui proteste qui est responsable. Parce que celui qui proteste réagit. Celui qui est responsable, c'est celui qui est auteur. D'abord, les 6 confessions religieuses qui ont amené le candidat qui n'a pas été désigné. 1. De 2, l'Assemblée nationale qui reçoit un PV qui n'est pas fait. Parce qu'on dit que les conditions de ces désignations ne sont pas correctement respectées. Ça, tout le monde le dit.
Et il n'y a pas que le cardinal qui le dit, même les partis politiques le disent, certaines confessions religieuses, donc d'autres organisations de la société civile le disent. Alors, l'Assemblée nationale devait être beaucoup plus éveillée. C'est cette Assemblée que moi j'appelle à beaucoup de sagesse. Cette Assemblée n'est pas très vigilante pour prévenir les événements. Regardez par exemple, il n'y a pas que la question de la désignation de Malonda, mais il y a aussi la question de ces lois. Donc, quelle est l'opportunité de ces lois pendant que nous sommes en train de nous concentrer contre le Covid-19 et soulève, en tout cas avec le Covid-19. Et ils voient que la population n'est pas d'accord. Donc avec ou sans Covid-19, vous allez marcher? En fait, moi je ne dis pas, je ne suis pas d'accord avec la marche. Okay. Je vous ai déjà dit, parce que je dois relever une chose. Même ceux qui n'ont pas marché n'ont pas respecté le prescrit de la loi. La Constitution dit la liberté de marcher est garantie par la Constitution. Mais on doit quand même informer. Ça, je dois quand même vous dire. Tous ceux qui ont marché n'ont pas informé. Et là, ça ne va pas. Parce qu'en n'informant pas, donc l'autorité compétente ne sait pas encadrer cette marche. Et là, on peut déplorer beaucoup de choses, des cas ainsi de suite. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec les marches qui peuvent se continuer. Surtout que le président de la République a déjà dit ce qu'il dit. Je pourrais, moi, personnellement, encourager que le président de la République, sur demande du cardinal, qui est le président actuel, donc en fait, la présidence, la SENCO actuelle de cette CIME ou de cette plateforme confession religieuse, que le président écoute les confessions religieuses. Monsieur l'abbé, et arrive à aplanir les divergences. Monsieur l'abbé, normalement, lorsqu'on n'arrive pas à trouver une solution par consensus, la solution qui s'impose, c'est les élections. C'est vrai. Et ces élections, c'est supposé que ça a eu lieu. Si des confessions religieuses ont préféré boycotter les élections, donc les 6 confessions religieuses doivent se plier à la décision ou la volonté de ces 2 confessions religieuses qui sont minoritaires en termes de pourcentage. Là, vous êtes en train d'énoncer le principe. Ça veut dire quoi? Quand le consensus échoue, on recourt au vote. Mais le consensus a échoué et il n'y a pas eu vote. La séance a été suspendue, renvoyée à plus tard. C'est ça l'information. Vérifiée. Et c'est ça qui s'est passé. Maintenant, non, ce n'est pas la conséquence logique. Mais c'est le président, le cardinal, il dit qu'on va convoquer l'Assemblée élective prochainement. Et il a vu que son candidat n'était pas Non, ce n'est pas la question de son candidat, c'est la question de procédure. On a soulevé une motion contre Malo. On a vu qu'il commençait à avoir des remous et qu'on ne s'entendait pas. On a dit, au lieu qu'on puisse patauger, on renvoie à plus tard. Il n'y a pas eu élection. Comment voudriez-vous qu'il accepte les élections quand il avait déjà vu que les 6 confessions devraient voter contre son candidat? Mais comment est-ce qu'il a vu? Normal. Comment est-ce qu'il a vu? Il a pressenti. En fait, les élections, ça se pressent aussi. Effectivement, on a pressenti. Mais il y a un pressentiment qui a fait quand même étonner. Parce qu'on assiste aux mêmes choses toutes les fois qu'il y a des désignations. Je vous ai dit ça. Oui, Mouloud, c'était la même chose. Mais est-ce qu'on doit reconduire ça? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas régulariser les choses? Et en ce moment-là, ce n'était pas. Et suivez bien, autrefois, quand on a désigné des autres là, ce n'était pas la SENCO qui avait la présidence. Il y avait à un moment donné Kankese Monango qui était à la tête, ainsi de suite. Et les autres ont fait passer des choses comme ça. Maintenant que la présidence est entre les mains de la SENCO et l'SCC, les 2 confessions religieuses ont dit non. On doit faire les choses selon les règles de l'art. On ne peut pas tricher. On se rend compte qu'il y a déjà de l'argent qui a circulé. Parce qu'on est en train d'avancer des principes et les gens veulent contrecarrer les principes sans raison valable. Le cardinal a dit, c'est vrai, on ne s'est pas entendu maintenant. On va convoquer l'Assemblée prochainement pour venir parler de la situation. Est-ce que ça suffit déjà pour que d'autres confessions religieuses se retrouvent dans une chambre face à un PV qu'ils aient déposé à l'Assemblée? C'est ça des irrégularités qui entachent cette désignation. Donc il n'y a pas eu élection. Si, il avait combien de voix? Parce que PV, ça veut dire qu'on dit, après, quand il y a eu, on n'est pas arrivé au consensus, on a organisé des élections sur autant. Sur 8, il y a eu 6 qui ont élu pour tel et 2. Parce que les autres fois, là, l'Église s'est pliée, s'est retirée, elle était même seule, s'est retirée, il n'y a pas de problème. Pourquoi aujourd'hui, l'Église n'accepte pas? Et il n'y a pas que les 2 églises, il y a aussi Kimbanguiste qui vient de faire déclaration pour dire moi je ne connais pas Malonda, n'est pas mon candidat. Alors les musulmans aussi. Ah ok, vous comprenez qu'il y en a qui commencent déjà à revenir au bon sens. Alors je crois que en fait la majorité n'est pas raison. La comparaison n'est pas raison. La majorité n'est pas raison. Il faut vraiment faire
prévaloir pas la raison de force majeure, mais la vraie raison qui découle de la vérité des choses. Alors, M. Labbé, nous allons devoir terminer cette émission. Qu'est-ce qui devrait être fait aujourd'hui pour sortir de cette crise? Parce que déjà, avec ces appels à marcher, et ça risque aussi d'aggraver la situation autant qu'elle l'est déjà par la pandémie de coronavirus. C'est une très bonne question. Vous voyez par exemple comment les députés se sont comportés vis-à-vis de la réforme, donc les trois propositions de loi. Qu'est-ce qu'ils ont dit? On renvoie à la session de septembre. Est-ce que vous voyez encore qu'il y a des marches? Il n'y a plus de marche. Vous voyez que les gens se sont quand même apaisés. Ils ont dit, donc ça pourra se traiter, ils peuvent éliminer la question, ils peuvent reconduire, mais maintenant, ça calme la tension. Ce qu'on doit faire, c'est quoi? C'est de dire cette question n'est pas à l'ordre du jour maintenant. Attendons, parce que s'il faut qu'on fasse le forum sur la réforme du système électoral, il faudrait inviter des délégués de toutes les provinces. Or, nous sommes dans le Covid, nous sommes frappés par cette pandémie. Il faut quand même respecter ces gestes barrières. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas attendre que quand il y aura des confinements, qu'on organise cette réforme du système électoral et après que les confessions religieuses arrivent à désigner? Parce qu'en réformant, peut-être que même les critères de désignation, ça peut changer. Mais alors quand ça va changer, on va faire quoi? On a déjà désigné des gens. Vous voyez par exemple la manière, donc, la composition de la désignation des membres. Je vous ai lu l'article 10 et l'article 12. Mais il peut se faire que dans la réforme, qu'on change ces dispositions. Alors en ce moment-là, ceux qui seront déjà désignés, on va en faire quoi? Vous voyez un peu ça. Donc c'est ça, placer la charrie avant les bœufs. La réforme devrait précéder la désignation. D'abord, avant la réforme, qu'on fasse d'abord que le rapport là soit débattu, parce qu'il est déposé sur le bureau de la CENI et de l'Assemblée nationale. Pourquoi l'Assemblée nationale ne statue pas sur ce rapport-là? Ne nous dit pas comment il juge ce rapport-là. Vous voyez, des deux, il faut qu'on fasse l'audit de la gestion par cet organe. Il y a même une loi qui est proposée par honorable Lutundoula. Mais si, avant cette loi, si il y a déjà ce forum de réforme électorale qui s'est déjà organisé, et ça peut quand même aider qu'on prenne en compte les avis de la société civile pour qu'on intègre dans les réformes qui sont déjà envisagées par un honorable député national, honorable Lutundoula. Et ça sera débattu par l'Assemblée nationale et ça prendra son cours normal jusqu'au Sénat et le président pourra promulguer ces deux lois-là. La loi électorale, la même chose. Vous savez, et puis ce qui fait très mal, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on doit avoir toujours des désignations et des lois qui sont votées dans un climat de contestation? La loi électorale que nous avons, vous voyez dans quel climat ça a été voté? Ça a été voté dans quel climat? Tout dernièrement, ça a été voté avant l'élection. Ça a été voté, les députés de l'opposition avec laquelle la porte, l'Assemblée a continué à examiner vite, ça a été voté. Mais voilà maintenant, aujourd'hui, quels sont les résultats que nous avons? On commence à dire, les élections là n'ont pas été, mais tout ça, il fallait d'abord prévenir que guérir. On commence maintenant à guérir alors qu'il fallait prévenir. Voilà pourquoi nous disons que ce rapport soit examiné, que l'audit soit fait, que la réforme des lois qui sont autour de la CENI soit complète, et alors on peut arriver à désigner les membres de la CENI. Bien, voilà, merci beaucoup Abbé Pierre Kabamba. On va considérer cela comme votre conclusion sur cette question aussi passionnante et vitale pour l'avenir de la RDC, les élections et tous les enjeux qui se jouent dès maintenant, tiraillements ça et là, des éclaircissements ont été justement donnés par M. l'abbé Pierre Kabamba. Je rappelle qu'il est président du cadre des concertations de la société civile. M. l'abbé, tous les plaisirs étaient nôtres de vous avoir eu sur ce plateau de face à face pour cette émission. Encore une fois de plus, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous disons merci à tous ceux qui nous ont regardés. Merci à Maïs Tchouza qui était derrière les caméras. Merci à Idriss Moukedi à la réalisation. Émission présentée avec Olivier Diango Achimanga. Le plaisir était nôtre de vous avoir tenu compagnie pour cet autre numéro de Face à Face. On va se retrouver le lundi prochain pour un tout autre numéro avec le même plaisir. Au revoir.